Voyage dans un tout petit pays du sud-est de l'Afrique, le Rwanda. Il y a 25 ans, 1 million de personnes étaient tuées dans ce qui reste à ce jour le dernier génocide reconnu. Un quart de siècle après ces 3 mois d'atrocités et de massacres, le Rwanda s'est relevé. Génocidaires et victimes habitent souvent à quelques mètres seulement les uns des autres et arrivent aujourd'hui à se parler. Beaucoup ont pardonné à leurs bourreaux d'hier. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre comment cette réconciliation a pu avoir lieu. Et ce qui est fascinant, vous allez voir, c'est que les Rwandais ont aussi réussi à faire de leur pays un modèle économique et un bijou touristique, le fameux pays aux 1000 collines. Rwanda, le grand pardon, c'est un docu-news de François-Xavier Rigaud avec Mathieu Préau et Alexandre Sequilario. J'ai tué la famille de Louise. Ils m'ont mis un coup de baïonnette dans le ventre. La plupart des gens n'ont pas encore retrouvé les corps de leurs proches. Les autorités françaises ou militaires dans le temps, ils ont aidé beaucoup le gouvernement qui commettait le génocide. Aujourd'hui, beaucoup de pays prennent le Rwanda comme un exemple de réussite en termes de construction et de vivre ensemble. C'est le pays le plus vert et l'endroit le plus propre que j'ai jamais vu de ma vie. Ils sont si près, c'est incroyable. Ils sont juste là. Je ne sais pas comment décrire cette sensation. Le Rwanda, le pays aux 1000 collines, le dernier génocide de l'histoire a eu lieu ici, il y a tout juste 25 ans, dans ce petit territoire au sud-est de l'Afrique, pas plus grand que la Bretagne. Un quart de siècle plus tard, partout dans le pays, comme ici, dans le district de Rukeri, les habitants se réunissent pour ne pas oublier la tragédie du printemps 1994. C'est très important parce qu'on va discuter comment était le génocide, quelles étaient les causes, comment a été perpétré, comment on peut éviter encore que ça se passe encore. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. Souvenons-nous des nôtres qui ont péri dans le génocide contre les Tutsis. Plus de 800 000 morts en 100 jours à peine. Nous devons combattre ce qui pourrait ramener le divisionnisme et l'idéologie génocidaire entre les Rwandais. Notre seul objectif aujourd'hui est de construire l'unité du pays. Échanger et écouter religieusement le discours radiophonique du président rwandais Paul Kagame. In 1994, there was no hope, only darkness. Today, light radiates from this place. Rwanda became a family once again. Une famille encore traumatisée par le drame de 1994. Le génocide des Tutsis a débuté le 7 avril 1994. La veille, l'avion du président rwandais, le Hutu Juvenal Habyarimana, est abattu au-dessus de Kigali. Tutsis et Hutus se rejettent la faute. La guerre éclate. Il y a beaucoup de tensions, on entend des tirs, des explosions, on craint le pire. Le pire va avoir lieu. Sur la radio des 1000 collines,
les milices extrémistes appellent les Hutus à exterminer les Tutsis, l'ethnie minoritaire dans le pays. En quelques heures, le Rwanda bascule dans l'horreur. Des hommes et des enfants Hutus prennent les armes et massacrent à coups de machette et de gourdin leurs voisins Tutsis. Partout dans le pays, des milliers de corps jonchent les routes. Le 22 juin, l'armée française, sous un mandat de l'ONU, entre au Rwanda. 2500 hommes y sont déployés. C'est l'opération Turquoise. Leur mission est de protéger les civils. Mais les militaires français ont ordre de ne pas engager le combat. Les massacres continuent. Le génocide prend fin le 4 juillet, quand les Tutsis du Front patriotique rwandais, dirigés par un jeune chef militaire de 36 ans, Paul Kagame, s'emparent de Kigali, la capitale du pays. La guerre est finie. En 100 jours, près de 1 million de personnes sont mortes, laissant derrière elles des centaines de milliers d'orphelins et de survivants traumatisés à vie. Winifrida est une rescapée du génocide. Après avoir survécu à ça, j'ai confié ma vie à Dieu. Elle avait 35 ans en 1994. Ses 3 frères et sa mère ont été exécutés par les miliciens Hutus. Revenir sur cette histoire, écoute, c'est douloureux. C'était une guerre difficile, une guerre qui dépasse toutes les guerres. Car ce que j'ai vu, personne ne l'a vu. Au mois de juin 1994, les miliciens m'ont séquestré. Ils m'ont attaché. Ils me torturaient et ils se battaient entre eux pour savoir qui allait me violer. 2 d'entre eux se sont même entretués pour m'avoir. Au moment des faits, Winifrida est enceinte. Elle est sur le point d'accoucher. Après, ils m'ont mis un coup de baïonnette dans les côtes et ils m'ont tiré un coup de fusil dans le ventre. Ils m'ont laissée pour morte sur la colline avec les chiens errants. Le soir même, j'ai accouché sur la colline et les chiens ont dévoré mon bébé. Winifrida doit sa survie à des religieuses qui, au péril de leur vie, l'ont cachée et soignée. C'est Dieu qui m'a sauvée. Pour rejoindre l'église de la Sainte Famille, il y avait des barrages sur la route. Les sœurs ont dû me cacher dans un sac, généralement utilisé pour transporter les pommes de terre. Ces périodes de commémoration sont particulièrement douloureuses pour les rescapés du génocide. « 25 ans après les faits, les fantômes du Rwanda hantent à nouveau ce petit village commerçant à l'est de Kigali. Une vingtaine de fosses communes ont été découvertes ici ces derniers mois. Là, tu vois, c'est une boucherie. Et en dessous, on a trouvé des dizaines de corps. Ces derniers mois, une vingtaine de fosses communes ont été découvertes ici, à Kabuga. Regarde ici aussi, c'est partout. Innocent est le responsable local de Ibuka, une association de rescapés du génocide. Il est en charge des fouilles dans le village.
fois, on nous a dit qu'il y avait des corps enfouis sous cette maison. Donc on est en train de la démolir. Et oui, effectivement, on a bien trouvé des corps. Là, on retire les corps. Ils ont été brûlés, puis jetés dans cette fosse. Ça, ce sont les restes d'un bras coupé en 1000 morceaux pour mieux dissimuler les corps. Ça, ce sont les restes d'un crâne. La plupart des gens n'ont pas encore retrouvé les corps de leurs proches. Quelques mètres plus loin, sous cette maison cossue, Innocent et ses équipes viennent de découvrir un nouveau charnier. Les génocidaires ont essayé de cacher ces fosses communes. Alors ils ont fait construire des maisons par-dessus pour qu'on ne puisse jamais retrouver ces corps. Mais on les a retrouvés grâce à un génocidaire repenti qui nous a donné les emplacements précis de ces charniers. En fouillant les sous-sols, Innocent revit aussi sa mémoire douloureuse. Il a perdu sa femme et 5 de ses 7 enfants, tous exécutés sous ses yeux. Oui, ça me donne mal à la tête. J'essaie de tenir le coup. Parfois le soir, c'est difficile de trouver le sommeil. Mais si j'arrive à me payer 2 bières, je dors paisiblement. Seule solution pour identifier les victimes, exposer au centre de la ville les milliers de vêtements récupérés dans les fosses. Ici, on entrepose les vêtements qu'on a retrouvés dans les charniers. Les habits de ceux qu'on a tués ici. Afin que les familles puissent retrouver les leurs, en reconnaissant les vêtements qu'ils portaient, et qu'ils puissent enfin faire leur deuil. Plus de 50 000 corps ont été découverts à Kabuga ces derniers mois. Ils seront prochainement transférés dans le mémorial du génocide. Le jeune chef militaire, Paul Kagame, qui a mis fin au génocide en 1994, est depuis 20 ans le président tout-puissant du Rwanda. Ce 7 avril 2019, autour de lui, des dizaines de chefs d'État marchent dans les rues de Kigali pour se souvenir. Emmanuel Macron a décliné l'invitation. 25 ans après le génocide, les relations entre les deux pays sont toujours aussi complexes. Je n'étais pas né pendant le génocide, mais ce que j'ai entendu, ce que je pense, c'est que la France a joué un rôle important dans ce génocide en soutenant le gouvernement de l'époque. Les autorités françaises de ce moment-là, on leur reproche de ne pas avoir essayé de sauver les gens, pour avoir été d'une façon ou d'une autre complice au gouvernement qui commettait le génocide. On a entraîné les miliciens qui ont massacré les gens. On a continué à donner des armes au gouvernement qui commettait le génocide avant, pendant et après. Donc, nous, en tant que Rwandais, on sait très bien que les autorités françaises ou militaires dans le temps ont aidé beaucoup le gouvernement qui commettait le génocide. Une marche pour rejoindre le stade de Kigali, où est organisée une veillée de commémoration. En 1994, des milliers de Tutsis s'étaient réfugiés ici pour échapper aux tueries. We remember the family of Nkurunziza Deo, the family of Kambasha. Nous nous souvenons de la famille de Nyawuhene Claver, la famille de Chiromba Zabron,
la famille de Lumumba Gérard, la famille de Makobya, izina ryanyu rizazima duhari. Pour apaiser la situation entre la France et le Rwanda, Emmanuel Macron a envoyé sur place le député Hervé Berville. C'est un rescapé du génocide Tutsi, adopté par une famille française en 1994. Le président français a également annoncé la création d'une commission sur l'ouverture des archives pour connaître la vérité sur l'implication de l'État français dans le génocide des Tutsis. La réconciliation entre les deux pays n'est encore qu'une lueur d'espoir. Au Rwanda, près de 2 millions de personnes ont déjà été jugées pour les crimes commis en 1994. Plus de 750 000 personnes auraient participé directement aux tueries. Apollinaire est l'un d'entre eux. Il avait 16 ans en 1994, quand il est devenu un bourreau. J'ai tué la famille de Louise et j'ai tué les 4 enfants de Madame Mugoyi Kazi. Je n'étais pas seul. On était un groupe d'hommes. On a utilisé des bâtons avec des clous dessus et aussi des machettes. Apollinaire a passé 6 ans en prison pour ses crimes. Je pensais que je ne méritais plus de vivre. Je pensais que je devais être tué à mon tour. En prison, je ne pensais qu'à ça. Parce que le crime que nous avons commis, il dépasse l'entendement. En prison, Apollinaire a avoué son crime. Il a demandé et obtenu le pardon. « 120 000 meurtriers sont déjà sortis de prison. Dans des villages de la réconciliation comme celui-ci, tueurs et victimes vivent désormais côte à côte. » Bonjour. Tu vois, même ici, il a plu. Mais les haricots sont secs. Mais il faut compter sur Dieu, c'est lui qui peut tout. Le ciel lui appartient, la pluie aussi. Louise et Apollinaire ont grandi dans le même village. Ils se connaissent depuis l'enfance. En 1994, Apollinaire a tué le père et les 2 sœurs de Louise. Je ne l'ai pas vu les tuer car j'étais cachée. Je l'ai appris quand il s'est dénoncé et qu'il a reconnu ses crimes pendant le procès. Aujourd'hui, Louise a pardonné à Apollinaire. C'est compliqué. C'est un long cheminement. Tu ne pardonnes pas tout de suite. D'abord, tu observes. Tu veux savoir s'il a vraiment changé. Mais maintenant, j'ai la paix dans mon cœur. Quand tu n'as pas encore pardonné, toi aussi tu as un problème. Tu tues à ton tour. Avant, je le haïssais. Je lui souhaitais la mort. Mais Dieu m'a soulagée de ce fardeau. Je n'ai plus de problème avec lui. Je le traite comme un membre de ma famille. Nous partageons tout. Nos enfants vont même à l'école ensemble. Dans ce village de 500 habitants, 32 anciens génocidaires cohabitent paisiblement avec les victimes de leurs crimes.
Le Rwanda compte aujourd'hui 12 millions d'habitants et 60% de sa population a moins de 25 ans. Elle n'a donc pas connu le génocide. Aujourd'hui, il est interdit de se dire Tutsi ou Hutu. Officiellement, les ethnies n'existent plus au Rwanda. Aujourd'hui, les mots Hutu et Tutsi ne représentent rien parce qu'ils ne servent à rien. Ils n'ont créé que des problèmes. Nous évitons le divisionnisme et tout ce qui y ressemble, tout ce qui pourrait faire retourner notre pays dans les moments les plus atroces de son histoire. Avant, le Rwanda était dans l'obscurité. Mais maintenant, quand tu entends tous les gens qui parlent du Rwanda, tu te sens fier d'être rwandais. Et surtout vous, les Blancs, vous aimez le Rwanda maintenant. Beaucoup de pays prennent aujourd'hui le Rwanda comme un exemple de réussite en termes de construction et de vivre ensemble. C'est le miracle rwandais. Depuis 20 ans, le pays enregistre une croissance moyenne de plus de 7%. Et le PIB par habitant a été multiplié par 4. 25 ans après le génocide, le Rwanda est devenu sur le continent africain l'exemple à suivre en matière de développement économique. Cette génération post-génocide est aujourd'hui fière de son pays. Avant, j'avais honte de l'histoire de mon pays. Et aujourd'hui, les Blancs viennent et sont heureux de porter des t-shirts à l'effigie du Rwanda. Ça me rend fier. On n'a aucun problème de sécurité ici. Tu peux sortir à toute heure ici. Il y a des lampadaires partout. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique où tu peux te balader en sécurité la nuit. Maintenant, les gens viennent en vacances au Rwanda. Il y a tellement de merveilles ici. Le pays aux 1000 collines mise aujourd'hui sur le tourisme pour tourner définitivement la page du génocide. Un tourisme haut de gamme et éco-responsable. Le pays a interdit les sacs plastiques en 2004. On peut voir des paysages si différents dans un pays pourtant si petit. Quand l'avion s'est posé, j'ai tout de suite été fasciné par la beauté du pays. C'est le pays le plus vert et certainement l'endroit le plus propre que j'ai jamais vu de ma vie. C'est fou à quel point c'est propre. Quand on compare aux grandes villes américaines, c'est hallucinant à quel point c'est propre. Ces 10 dernières années, le nombre de touristes étrangers au Rwanda a triplé. Cette activité économique rapporte aujourd'hui plus de 500 millions de dollars par an. C'est 10% du PIB du pays. Il y a tellement de choses à faire ici. On peut aller à Kigali, visiter la ville, sortir, aller dans des restaurants. Et tu conduis 1 heure et tu peux explorer des lacs magnifiques comme celui-ci. Il y a les volcans, on peut faire de la randonnée dans la forêt, dans les montagnes et voir cette faune et cette flore incroyables. C'est un pays très dynamique. Le pays ambitionne de devenir à terme le leader du marché touristique africain, devant le Kenya et la Tanzanie. Le Rwanda possède un atout exceptionnel pour ça. Les gorilles des montagnes. Une espèce en voie d'extinction qui ne vit que dans ces montagnes, à cheval entre le Rwanda, le Congo et l'Ouganda. Attention à la tête. Avant la rencontre, Emmanuel le guide donne les dernières instructions aux touristes. Quand on va voir les gorilles,
Les gorilles peuvent charger. Vous verrez le silverback accroupi. Il va commencer à attraper des choses autour de lui, les mettre dans sa bouche. Il peut apparaître un peu agressif envers vous. S'il fait ça, c'est qu'il veut vous montrer à quel point il est fort. S'il vous plaît, dans ce cas, abaissez-vous pour lui montrer votre soumission. Courir ou crier, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Il a l'air agressif, mais il ne l'est pas. Il veut juste vous montrer que c'est le patron, qu'ici, c'est lui le roi. Ils sont si près. C'est incroyable. Ils sont juste là. Je ne sais pas comment décrire cette sensation. Ce privilège a un coût. 1500 $ par personne pour 1 heure avec les gorilles. Tout va bien, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Tout le monde, restez en place. Cette famille de gorilles compte 24 individus et un chef. Mister Spécial, un gorille au dos argenté, un silverback de 250 kilos, seul autorisé ici à se reproduire avec les femelles de la tribu. Un tourisme bénéfique à l'espèce. Traqué par les braconniers, il ne restait que 400 gorilles dans les années 80. Il y en a aujourd'hui plus de 1000. Le dernier né dans cette famille a 4 mois. Il s'appelle Nayombi. Par la beauté de la nature et la force de la réconciliation, le Rwanda est devenu un modèle africain. Pour renouer avec lui, la France a décidé de célébrer chaque année une journée de commémoration, une manière de participer au grand pardon.